Essayons de réfléchir ensemble sur ce que l'on appelle le métabolisme. Le métabolisme. Commençons par donner la définition du métabolisme. Métabolisme. Eh bien, on pourrait dire si, par exemple, on se place à l'échelle d'une cellule, donc, c'est-à-dire cette fameuse unité structurale et fonctionnelle. Pourquoi structurale et fonctionnelle? Eh bien, parce que avant qu'il y ait une fonction, il faut qu'il y ait une structure. La structure, c'est en quelque sorte ce qui contient quelque chose qui va réagir. Quelque chose qui va réagir. Disons qu'on appelle ça le métabolisme. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques, en l'occurrence ici, qui se déroulent dans une cellule. Donc, il y a une structure cellulaire qui renferme ce métabolisme, c'est-à-dire cette fonction. Les fonctions sont variables, nous le verrons tout à l'heure. Et la structure de la cellule, c'est quoi? Eh bien, c'est une membrane. Pourquoi est-ce qu'il y a une membrane? Eh bien, parce qu'il y a un contenu et il y a un extérieur. Et pour séparer ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule qui doit rester dans la cellule et séparer donc par rapport à ce qu'il y a à l'extérieur, il faut une membrane. Bon. Si vous prenez par exemple un ballon de baudruche, vous soufflez dedans, vous mettez de l'air et vous avez cette membrane qui empêche l'air que vous allez insuffler de se mélanger avec l'extérieur. Si par exemple dans ce ballon vous mettez de l'eau, eh bien l'eau sera séparée de l'air par cette membrane. Si vous rajoutez maintenant des ingrédients dans l'eau, vous mettez par exemple des lipides, des protéines, des glucides, vous mettez plein de choses, plein de molécules, on va dire. Une molécule, c'est un ensemble d'atomes. Ces atomes sont reliés entre eux par des forces plus ou moins fortes. Bon, donc mettez différentes choses dans cette eau et mettez l'ensemble dans un ballon de baudruche. Vous allez bien avoir l'équivalent de quelque chose qui peut éventuellement ressembler à une cellule. Il y a bien la membrane et il y a l'extérieur. Donc, comme l'intérieur d'une cellule, on l'appelle le cytoplasme. D'ailleurs, au passage, la cytologie est l'étude des cellules. Et le plasme, c'est un espèce de plasma, une espèce de substance. Donc il y a une espèce de substance dans la cellule, que l'on appelle le cytoplasme. Et ce cytoplasme est séparé de l'extérieur par la membrane cytoplasmique. Cytoplasmique, c'est pas très dur à retenir. Alors dans cette cellule, évidemment, il y a des choses, donc des molécules, différentes molécules. Il y a des organites, par exemple des mitochondries. Il y a un noyau. Dans ce noyau, il y a des chromosomes. Les chromosomes, alors dans l'espèce humaine, il y a 23 paires de chromosomes. Sur ces chromosomes, il y a de l'ADN et l'ADN est segmenté. Et certains de ces segments que l'on appelle des gènes vont pouvoir s'exprimer pour donner ce que l'on appelle un phénotype moléculaire, c'est-à-dire une molécule, et en l'occurrence cette molécule sera ici une protéine. Donc le phénotype moléculaire est une protéine. Alors il n'y a pas que la protéine, parce qu'il y a le phénotype cellulaire également, le phénotype macroscopique, et dans ce macroscopique, il y a les phénotypes concernant les organes, par exemple phénotype au niveau du cœur, phénotype rénal, phénotype sexuel, etc. Bon. Et entre guillemets, une petite originalité qui a été proposée depuis quelque temps déjà, c'est que l'intermédiaire entre l'ADN et les protéines constitue également le phénotype moléculaire. En l'occurrence ici, les ARN. Bon, par exemple l'ARN messager, qui est un messager entre l'ADN, donc entre le gène, un gène qui doit s'exprimer, et puis la protéine. Donc ARN est un intermédiaire entre les deux, c'est bien le messager. Bon, nous n'allons pas parler de ces mécanismes, ce n'est pas l'objet du cours aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir que donc je vous ai dit, il y a une structure. Cette structure protège un cytoplasme dans lequel il y a différentes choses, des organites, des cellules, des molécules. Et il est rare que deux molécules qui sont ensemble, qui sont
réunies dans cet espace qui est très restreint, il est très rare que ces molécules ne réagissent pas entre elles. Donc la réaction entre deux molécules constitue ce que l'on appelle une réaction chimique. Et une réaction chimique, c'est une partie du métabolisme. Si vous prenez l'ensemble des réactions chimiques d'une cellule, on a le métabolisme cellulaire. Et si l'on prend l'ensemble des réactions chimiques qui a lieu dans un organisme entier, dans tout le corps, que ce soit les cellules cardiaques, les cellules rénales, les cellules hépatiques, les cellules musculaires, etc., eh bien chaque cellule a ses propres réactions chimiques, son propre ensemble de réactions chimiques. Par exemple, une cellule cardiaque n'aura pas le même ensemble de réactions chimiques qu'une cellule rénale ou qu'une cellule musculaire. Un muscle, le muscle d'une jambe, par exemple, peut assurer un effort musculaire dans le sens d'une course. On court, on marche, etc. Tandis que le cœur n'a pas la même fonction, c'est la fonction de pompe. Les cellules fonctionnent, donc elles battent entre guillemets. Elles ont donc il y a tout un mécanisme assez compliqué dont nous ne parlerons pas encore une fois ici. Bref, tout cela pour dire que ce métabolisme, en fait, il est variable selon les cellules. C'est ce que nous allons essayer de comprendre en prenant quelques exemples. Bon, nous allons rester dans un cadre général. Nous ne sommes pas ici dans le cadre d'une spécialisation. Donc, on peut se dire que un organisme vivant est constitué par des cellules. Chaque cellule est une unité. C'est la plus petite unité vivante. Elle est structurale, cette unité, elle est fonctionnelle également. Elle est, on le verra, elle est spécialisée. La seule cellule qui ne soit pas spécialisée, c'est quelle cellule? Si on remonte en arrière, c'est comme en géologie. Lorsque l'on veut étudier un ensemble de strates, une histoire, il faut commencer par la base. Eh bien là c'est un petit peu pareil, on se dit mais quelle est la seule cellule, la cellule qui n'a pas de spécialisation, mais qui va donner, qui va engendrer un ensemble de cellules dans un organisme, et dans cet ensemble de cellules, il y aura des spécialisations. Eh bien cette cellule, vous l'avez compris, c'est la cellule, c'est la toute première cellule, c'est la cellule œuf. Elle possède ce que l'on appelle la totipotence, c'est-à-dire la capacité d'exprimer ou de s'exprimer à n'importe quel niveau de l'organisme une fois que l'organisme est construit, c'est-à-dire après l'embryogenèse et le fœtus en fait qui va donner un enfant. Cet enfant est capable de s'exprimer en tant qu'organisme. Mais à l'échelle cellulaire, il y a des petites nuances en ce sens qu'il y a des spécialisations. Bon, petite remarque, c'est que cette cellule œuf n'est pas spécialisée, elle est simplement spécialisée dans le fait qu'elle va donner un organisme, et que dans cet organisme, il va y avoir différentes spécialisations. Je répète, oui, je sais, mais attirer l'attention quand même sur le fait que la biologie, qui est l'étude de la vie, est quand même quelque chose d'assez formidable, en ce sens que un ensemble d'atomes va constituer des molécules. Ces molécules vont pouvoir s'exprimer pour donner un organisme entier. Bon, c'est tout un programme génétique assez impressionnant et assez incompréhensible, il faut bien le dire. Bon, on peut se poser la question de quoi dépend le métabolisme d'une cellule. Alors d'abord, il existe un métabolisme, ensemble des réactions chimiques d'une cellule, donc on va se placer au niveau cellulaire, et on se dit bien de quoi dépend le métabolisme d'une cellule. Voilà, de quoi est-ce qu'il dépend? Alors, pour étudier le problème, on peut partir, par exemple, imaginons on a des molécules, on va les appeler A, B, C. Ces molécules, elles sont dans une cellule, là où il y a de nombreuses transformations chimiques. Ces molécules ABC vont pouvoir interagir entre elles. Donc, mais l'ensemble de ces molécules constitue ce que l'on appelle un réseau, et dans ce réseau, il y aura différentes voies métaboliques. Mais toutes les voies métaboliques vont converger dans le sens qu'il faut assurer la vie à cette cellule. Donc,
Le métabolisme cellulaire, c'est quelque chose qui est complexe, hein, mais qui fait que la cellule va pouvoir vivre. S'il y avait un dysfonctionnement de l'une quelconque de ces réactions chimiques, les conséquences pourraient être quelquefois très importantes. Sans forcément parler pour cela de mutations génétiques. Évidemment, les mutations ont pour conséquence des désordres qui peuvent être très importants. Mais des fois bénéfiques, quelquefois bénéfiques, mais quelquefois néfastes. Si on prend par exemple l'exemple de la mucoviscidose, qui est une maladie d'origine génétique, eh bien, on voit que certaines protéines, par exemple la protéine CFTR, n'assument pas son rôle normal de pouvoir faire en sorte que le mucus soit fluide. En l'occurrence, la personne qui est atteinte de mucoviscidose a un mucus au niveau de l'arbre bronchique, mucus qui est très épais. Bon, quel est le mécanisme? Nous n'en parlerons pas, mais soit dit en passant, cette protéine CFTR laisse passer des ions chlorure qui vont pouvoir liquéfier le mucus. Et en l'occurrence là, l'anormalité de cette protéine fait que, au niveau de certaines voies métaboliques, il y a une anomalie et la conséquence est relativement grave pour l'organisme entier. Donc on prend une voie métabolique, A va se transformer en B, va se transformer en C. On voit que B est un intermédiaire entre les molécules A et la molécule C, entre les molécules A et C. On dit que A, qui est la première molécule qui va se transformer en B, on dit que A est le substrat. Et que, à l'issue de la transformation, on obtient une nouvelle molécule. Alors, c'est la même molécule, mais qui a subi des transformations plus ou moins importantes. On dit que A, c'est le substrat, B, c'est le produit. Et lorsqu'on dit A donne B, ça veut dire que A, selon une réaction chimique, va donner, donc la molécule A va se transformer en une molécule B. Cette molécule B, qui est le produit, peut devenir le substrat d'une nouvelle, lors d'une nouvelle réaction chimique qui va avoir lieu, de telle sorte que B va donner une autre molécule que l'on appelle C. Autrement dit, on peut dire aussi que A donne C. Mais il faut passer par un intermédiaire B. Alors on se dit donc, de quoi dépend ce métabolisme? C'est-à-dire, A donne B, puis B donne C, mais est-ce que, par exemple, on prend une molécule et spontanément, comme ça, elle peut se transformer en B? Ou une autre molécule, ou cette même molécule peut se transformer en C? C'est pas tout à fait aussi simple. Une molécule B, donc qui est l'intermédiaire ici, est à la fois le produit, puis le substrat. Donc c'est à la fois un produit et un substrat. C'est une molécule que l'on appelle une molécule intermédiaire. Alors, les molécules intermédiaires, évidemment, ont un rôle clé, puisque on part d'une première molécule pour, au cours d'une chaîne métabolique, donc un ensemble de réactions métaboliques, obtenir un produit final. Donc on a bien un substrat initial et un produit final. Et tous les intermédiaires ont leur rôle très important. Ce sont des rôles clés, hein, de même que la molécule de départ et la molécule d'arrivée ont des rôles clés aussi. Parce qu'on pourra avoir à l'arrivée une molécule qui aura comme rôle une fonction, par exemple une fonction enzymatique, mais qui peut également avoir un rôle de structure. Si on prend l'exemple de la structure de la cellule, il y a bien des molécules qui structurent l'ensemble. Et une anomalie de ces structures peut provoquer un désordre au niveau de la membrane et éventuellement, par exemple, qu'il y ait des fuites du métabolisme vers l'extérieur. Et en l'occurrence, là, évidemment, la cellule va en subir les conséquences. C'est-à-dire mourir éventuellement. Alors, c'est pas mourir, c'est ne plus assurer de métabolisme. Est-ce que l'on peut appeler ça la mort? Ça, c'est un autre problème. Donc, ces molécules intermédiaires sont au carrefour de plusieurs voies métaboliques, très souvent. Bon, il y a des transformations, ainsi. Enfin, on appelle cela des transformations chimiques, mais comme on est dans la vie, dans un organisme vivant, on parle de biochimie. C'est la chimie du vivant. Bon. Et ces transformations biochimiques vont être accélérées par d'autres molécules, par des molécules en fait, qui vont en quelque sorte permettre la transformation d'une molécule en une autre. Si on reprend notre exemple, A donne B.
A se transforme chimiquement en B. La condition, c'est qu'il y ait près de ces molécules une autre molécule que l'on appelle une enzyme et qui va pouvoir, on dit, catalyser la transformation d'un substrat en un produit. Donc ces enzymes ont un rôle essentiel. Elles sont issues de l'expression de gènes. Un gène, lorsqu'il s'exprime, va donner, nous l'avons dit dans d'autres séances, nous l'avons rappelé ici au début de la séance, donc un gène va, en s'exprimant, donner un phénotype moléculaire. Eh bien, ce phénotype moléculaire, on y est ici. C'est une enzyme. Alors, pas forcément une enzyme, en tout cas, c'est une protéine, c'est-à-dire un assemblage d'acides aminés. Il y a 20 acides aminés différents et la combinaison entre les acides aminés est pratiquement infinie. Mais l'enchaînement des acides aminés est bien précis puisque la séquence de l'ADN au niveau d'un gène est bien précise et selon un mécanisme assez complexe, nous, encore une fois, nous n'en parlerons pas ici, va permettre l'expression d'un gène, c'est-à-dire donner en fait une protéine. Cette protéine peut avoir un rôle enzymatique, c'est-à-dire permettre la catalyse d'un substrat A en un produit B. Et concernant le produit B qui devient le substrat A pour donner un produit B, eh bien, il faut une deuxième enzyme différente, donc qui sera l'expression d'un gène différent. Eh bien, cette deuxième enzyme va permettre également la catalyse du substrat en un produit donc de B en C en l'occurrence. Autrement dit, là on voit que si on prend A, B, C, qui sont la même molécule en fait, mais cette molécule a subi des transformations. A donne B, c'est-à-dire A chimiquement se transforme en B sous l'action d'une première enzyme, enzyme numéro 1 on va dire, qui sera spécifique de cette réaction chimique. En l'occurrence, pour que la transformation se fasse, il faut que A fixe l'enzyme 1, on va dire, dans un premier temps, de manière spécifique. Alors pour ça, on a des sites de fixation, et à l'intérieur de cette enzyme, en fait, qui est un enchaînement d'acides aminés, donc il y a globalement une structure tertiaire, en fait, donc il ressemble à un petit globule, mais avec des acides aminés qui interagissent les uns avec les autres, selon des réactions électrostatiques, etc. Bon, bref, nous n'allons pas en parler. Eh bien, il existe aussi en parallèle à ce site de fixation de A, du substrat, en fait, un site catalytique. C'est-à-dire qu'il va permettre la transformation chimique de la molécule A, donc du substrat A, en un produit B. Donc, pour résumer, on a l'enzyme numéro 1 qui provient de l'expression d'un gène, on va dire gène numéro 1. Cette enzyme est un enchaînement d'acides aminés qui va subir, donc alors, au cours de l'expression du gène, on a un enchaînement, on a une structure primaire de la protéine, c'est-à-dire de l'enchaînement des acides aminés, mais il va y avoir des repliements qui vont se faire, et ces repliements vont faire que l'enzyme, en fait, va avoir une spécificité de structure, évidemment, et elle va posséder, cette enzyme, deux sites, un site de fixation du substrat, et un site de catalyse qui va permettre au substrat A de se transformer en produit B. De même, le produit B, s'il n'a pas, entre guillemets, son enzyme spécifique, que l'on va appeler l'enzyme numéro 2, qui provient de l'expression d'un gène numéro 2, eh bien, si ce substrat B n'a pas son enzyme spécifique, il ne pourra pas se transformer en C. Donc on voit bien au passage l'intérêt qu'il n'y ait pas de mutation par exemple ici du gène numéro 2, sinon eh bien, on n'aura pas l'enzyme numéro 2, ou on l'aura, mais elle ne sera pas fonctionnelle. Donc B va se fixer sur l'enzyme numéro 2, qui possède également son site catalytique, son site de fixation en premier, puis une fois que ce qui est devenu maintenant le substrat B va pouvoir être transformé en C grâce au site catalytique de l'enzyme numéro 2. Et donc on obtient le produit C. C à son tour éventuellement peut
subir des transformations ou bien être simplement un produit final qui va permettre, par exemple, qui va assurer par exemple une structure, un petit morceau de la structure entre guillemets, ou bien qui peut assurer une fonction. Donc voilà. Donc les transformations du métabolisme peuvent être isolées dans des organites spécifiques de la cellule. Donc celle du métabolisme des glucides, par exemple, se déroule en partie dans ce que l'on appelle le cytosol. Bon. Et également dans les mitochondries, en fait, et il y a des organites spécifiques, donc par exemple les mitochondries, donc qui vont assurer entre autres la respiration cellulaire, selon un mécanisme qui est assez compliqué. Si on veut montrer l'interconnexion en fait entre les voies métaboliques, on peut prendre un exemple. On peut prendre le cas par exemple de la respiration cellulaire. Tout à l'heure je vous ai dit la respiration cellulaire c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est à la fois simple et compliqué. En fait, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'est compliqué. Mais si on résume les choses, donc c'est pas si compliqué que ça à comprendre, puisque au final la respiration cellulaire doit produire de l'énergie. Donc si on dit que l'on a par exemple de l'oxygène qui va oxyder du glucose, bah, ça va permettre de produire de l'énergie. Évidemment, là, on dit que la réaction elle est très simple. En réalité, il y a des intermédiaires, beaucoup d'intermédiaires, qui font qu'il va y avoir mise en jeu d'électrons, de protons H+, de molécules intermédiaires, etc., d'organites différents, en fait. Donc dans une cellule, en fait, il y a un enchaînement de réactions chimiques, des choses qui vont se passer qui sont complexes. Alors, nous savons que l'un des objectifs principaux d'une cellule est de produire de l'énergie. Pour produire de l'énergie, il faut des molécules. D'où viennent ces molécules? Eh bien, elles proviennent en partie de l'alimentation. Donc nous mangeons des lipides, des glucides, des protéines. On peut dire aussi des protéines. Donc glucides, lipides, protéines. Les lipides, c'est ce que l'on appelle les matières grasses. Les glucides, c'est plutôt tout ce qui est sucré. Et les protéines, c'est plutôt tout ce qui est viande, par exemple, poisson, etc. Bon. Prenons l'exemple des lipides. Selon certaines transformations chimiques, certains lipides peuvent donner une molécule que l'on appelle acétylcoenzyme A ou acétyl-CoA. Donc voilà, vous avez compris que l'un de ces lipides sera le substrat et le produit sera l'acétylcoenzyme A grâce à une transformation chimique. Alors, il faut tout un système enzymatique qui permette à ces lipides de se transformer chimiquement en acétylcoenzyme A. Cet acétylcoenzyme A va ensuite rentrer dans une espèce dans un cycle en fait que l'on appellera plus tard le cycle de Krebs, etc. et dont la finalité sera que grâce à l'oxygène, il y ait la production de l'énergie. Voilà, donc là c'est un premier exemple de chaîne très simple, lipides, acétyl-CoA, énergie produite grâce à un enchaînement de réactions. Mais ces lipides, certaines molécules des lipides peuvent également, donc si on considère que ce sont des substrats, se transformer en un produit, que l'on appelle phosphoglycéraldéhyde. Alors un mot compliqué. Bon. Eh bien, là on comprend que le phosphoglycéraldéhyde n'est pas l'acétylcoenzyme A, comme on a vu dans l'enchaînement précédent. Mais ce phosphoglycéraldéhyde va pouvoir, alors il est le produit, lorsque l'on a une réaction chimique qui permet aux lipides de devenir un phosphoglycéraldéhyde, mais ce produit, phosphoglycéraldéhyde, va devenir un substrat pour se transformer selon donc grâce à des enzymes en fait en pyruvate. Ce pyruvate qui est le produit va devenir à son tour le substrat et va pouvoir se transformer grâce à des enzymes en acétylcoenzyme A. Donc on voit là que la voie métabolique, les deux voies métaboliques que nous venons de citer se rejoignent et que l'acétylcoenzyme A va rentrer à nouveau
dans un cycle pour produire, grâce à l'oxygène, de l'énergie. Donc là, on voit que le phosphoglycéraldéhyde était un intermédiaire, le pyruvate est un intermédiaire. Alors, on n'a pas dit que le phosphoglycéraldéhyde, oui, le phosphoglycéraldéhyde est un intermédiaire. Bon. Donc, pyruvate, acétylcoenzyme A, etc. Donc là, on a vu que les lipides peuvent se transformer selon deux voies métaboliques différentes, soit directement en devenant de l'acétyl-CoA grâce à un système enzymatique spécifique, soit donner du phosphoglycéraldéhyde, puis selon une chaîne métabolique, grâce à un système à plusieurs systèmes enzymatiques, en fait, entrer dans un cycle de Krebs, dans un cycle en fait pour produire de l'énergie. Bon, maintenant on a dit le phosphoglycéraldéhyde, pyruvate, acétylcoenzyme A, bon, ils peuvent également provenir de la transformation d'un substrat glucidique. On parle de glucides, par exemple du glucose, eh bien, selon des voies métaboliques spécifiques également, eh bien, ces glucides, ce glucose par exemple, va pouvoir donner à son tour du phosphoglycéraldéhyde. Donc les lipides peuvent donner du phosphoglycéraldéhyde, les lipides peuvent donner de l'acétylcoenzyme A, et des glucides peuvent également donner un phosphoglycéraldéhyde, et selon la même voie métabolique que nous avons vue précédemment, à partir du phosphoglycéraldéhyde, on peut obtenir du pyruvate, puis de l'acétylcoenzyme A, puis ensuite cet acétyl va permettre, grâce à l'oxydation de certaines molécules, la production d'énergie. Et plus encore, c'est que les protéines peuvent elles-mêmes donner, sous l'action d'enzymes, directement du pyruvate, voire de l'acétylcoenzyme A, voire entrer directement dans certains cycles pour permettre à l'oxygène d'oxyder certaines molécules et donc produire de l'énergie. Donc vous voyez que les réactions sont très complexes et les voies métaboliques sont très interconnectées. Alors imaginons qu'il y ait une déficience de l'une des molécules substrat ou produit ou de l'une des enzymes parmi tout ce panel d'enzymes qui existe, eh bien on a entre guillemets des dérivatifs qui permettent d'empêcher trop d'anomalies de se faire. Mais en général, lorsqu'il y a une anomalie dans l'une de ces voies métaboliques, ça peut avoir des conséquences importantes. Donc glucides, lipides, protéines sont des molécules organiques qui, grâce à des transformations biochimiques, peuvent servir de substrats initiaux, par exemple pour la respiration cellulaire, dont le but est de produire de l'énergie. Donc certaines molécules peuvent être nommées de manière compliquée, mais le principe reste toujours le même. Substrat, enzyme, produit. C'est-à-dire un substrat se transforme en un produit, et pas n'importe quel produit, selon la spécificité de l'enzyme vis-à-vis de son substrat. Rappelons qu'il y a toujours une fixation enzyme-substrat grâce à un site, donc un site catalytique, enfin un site de fixation. D'abord, il faut d'abord fixer le substrat, puis un site catalytique qui va permettre à la réaction chimique d'avoir lieu. Voilà, donc on peut montrer que toutes les cellules, comme nous l'avons dit au début, n'ont pas forcément le même équipement enzymatique. Nous avons dit que, à part la cellule œuf, mais toutes les autres cellules sont spécialisées. Il n'y a pas, si on prend une cellule musculaire, vous imaginez bien que l'équipement enzymatique de cette cellule ne sera pas le même que celui d'une cellule hépatique, cellule du foie. Bon, donc les équipements enzymatiques ne sont pas les mêmes. Pourtant, le fonctionnement de la cellule, de chaque type de cellule, en fait, chaque cellule spécialisée, permet à l'organisme entier de pouvoir vivre. Eh bien, il y a une organisation, entre guillemets, biochimique très fine, très bien faite. Au niveau de l'évolution, les choses se sont faites de manière à ce qu'il y ait cette espèce de perfection qu'exprime un organisme à pouvoir vivre dans son intégralité. Pour cela, chaque cellule doit assumer son rôle, mais sans qu'il y ait de conscience. La conscience, elle n'existe que parce que l'on pense à quelque chose. On se dit, tiens, notre cœur fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mécanisme. Et les scientifiques connaissent
relativement bien ce mécanisme et peuvent de ce fait intervenir lorsqu'il y a des anomalies. N'empêche que nous allons essayer de montrer que toutes les cellules n'ont pas le même équipement enzymatique. Nous le disons. Maintenant, dans le formalisme, il faut le prouver. Bon, nous l'avons plus ou moins prouvé déjà grâce... non, nous n'avons pas vraiment prouvé, puisque tout à l'heure nous avons parlé de plusieurs voies qui mènent à la respiration cellulaire, c'est-à-dire la production, enfin qui entrent dans la respiration cellulaire pour produire de l'énergie. Donc, transformation biochimique, par exemple, réalisée par une enzyme que l'on appelle peroxydase. C'est une enzyme qui a pour substrat les peroxydes. Alors, les peroxydes sont des molécules un peu spéciales. Par exemple, H2O2 est un peroxyde. On dit que c'est le peroxyde d'hydrogène, H2O2. Vous voyez, entre H2O2 H2O, il n'y a pas beaucoup de différence. Et pourtant, point de vue chimie, point de vue biochimie, cette molécule, enfin ces deux molécules n'ont pas du tout le même rôle. Même si on peut, il suffit dans H2O2 d'enlever un oxygène pour obtenir H2O. Et vous voyez que H2O2, c'est une autre molécule qui aura un tout autre rôle. Donc ce sont des composés toxiques dérivés de l'oxygène. Donc il ne s'agit pas d'avoir du peroxyde d'hydrogène dans son corps. Donc une peroxydase, elle a son substrat. La peroxydase, c'est une enzyme. D'ailleurs, tout ce qui se termine par ase sont souvent des enzymes. Par exemple, amylase salivaire, c'est une enzyme qui va permettre la transformation, la catalyse enzymatique, qui va permettre la transformation, par exemple, de l'amidon en petites molécules, par exemple, que l'on appelle le glucose. Bon. Amylase, etc. Donc là, on parle de peroxydase. Donc l'équation peut se résumer ainsi. H2O2 plus guaiacol donne, selon une réaction chimique un peu spéciale, 2H2O plus gaiaquinone. Le guaiacol est incolore. La gaiaquinone est un produit de la réaction et elle est colorée en brun. Nous pouvons d'ailleurs réaliser une expérience intéressante pour rechercher la présence de l'enzyme, donc en l'occurrence ici la peroxydase. Alors, comment allons-nous faire? On peut s'amuser à prendre différents types d'aliments. Par exemple, une pomme de terre, un navet, de l'oignon. On coupe ces aliments en tranches. On prend une tranche et on met sur ces tranches un dépôt, on fait un dépôt de H2O2 et de guaiacol. Mais comment est-ce que nous allons faire? Donc on a dit, on sectionne les végétaux, on fait des tranches et on les dépose par exemple dans un verre de montre. Alors pourquoi un verre de montre? C'est pour des raisons de... parce que c'est pratique en fait. Et pour chaque organe, on ajoute donc H2O2, c'est-à-dire le peroxyde d'hydrogène, en prenant soin de bien imbiber l'ensemble. Pourquoi bien imbiber l'ensemble? Bon, on peut juste imbiber en fait une petite zone sur laquelle on va mettre tout à l'heure du guaiacol. Donc, on verse d'ailleurs cette goutte de guaiacol là où on veut, là où on a mis du peroxyde d'hydrogène. Et on regarde ce qui se passe. On regarde les résultats. Alors, on prend soin également de faire un témoin, c'est-à-dire pour chaque aliment, donc pommes de terre, navet, oignon, on met dans un premier témoin, on ajoute du guaiacol, mais on ne met pas H2O2, par exemple. Et dans l'autre, on met H2O2, mais on ne met pas du guaiacol. Bon, il y a plusieurs façons de faire un témoin. Et on peut remplacer d'ailleurs le guaiacol par de l'eau distillée ou toute autre substance relativement neutre. Entre parenthèses, bon, de l'eau, hein, c'est ce qui est bien pratique.
Bon, voilà, donc alors évidemment il ne va rien se passer. Si par exemple on met sur la pomme de terre, alors ce qu'on espère en fait c'est qu'il y ait l'enzyme, c'est-à-dire la peroxydase, parce que là il n'est pas question de mettre de la peroxydase, puisqu'on teste la présence de peroxydase dans l'aliment. Hein, c'est bien important à comprendre, c'est ce que l'on cherche, on cherche la présence de peroxydase. Or la peroxydase, pour la révéler, en fait, on met H2O2. Bon. Guaiacol. Le guaiacol. C'est quoi le guaiacol? C'est une substance simplement qui va changer de couleur et qui permettra de révéler ou non une couleur qui permettra de dire oui ou non il y a la peroxydase. Bon. Bref. Concrètement, on prend par exemple une rondelle de pomme de terre. On ajoute du peroxyde d'hydrogène, donc H2O2. Puis on verse une goutte de guaiacol. On regarde le résultat, on s'aperçoit que la couleur devient brune. On en déduit donc que le guaiacol s'est transformé en guaiaquinone sous l'action de la peroxydase. Autrement dit, dans la pomme de terre, il y a bien la peroxydase. Je vous laisse une seconde pour raisonner par rapport au navet. Alors le navet, bien, si vous raisonnez, vous avez deux possibilités. Soit la couleur du navet, alors après avoir déposé H2O2 et après avoir déposé une goutte de guaiacol, soit la couleur du navet reste transparente, soit la couleur du navet devient brune. Alors si la couleur devient transparente, vous allez dire que le guaiacol est resté le guaiacol. C'est-à-dire qu'il n'a pas été transformé en guaiaquinone, ce qui serait normal, puisqu'il n'y a pas de couleur, il n'y aurait pas de couleur brune, donc ça voudrait dire que le navet ne possède pas de peroxydase. Le résultat, en fait, c'est qu'il y a une couleur brune qui apparaît. Donc vous en déduisez quoi? Eh bien, puisqu'il y a une couleur brune, donc si on remonte en arrière l'histoire des choses, donc puisqu'il y a une couleur brune, c'est donc qu'il y a la présence de guaiaquinone. Or, la guaiaquinone apparaît lorsque le guaiacol a subi l'action de la peroxydase. Autrement dit, vous imaginez que la peroxydase a fixé le guaiacol, alors avec H2O2 également, et que, donc au niveau du site de fixation, et puis au niveau du site de catalyse, eh bien, la peroxydase a transformé le guaiacol en guaiaquinone. Donc voilà un petit peu comment il faut raisonner en science, hein. Il ne faut pas se contenter de dire par exemple je vois une couleur brune, donc ça veut dire qu'il y a de la peroxydase. Bon, ce ne serait pas faux, mais on n'a pas l'explication. Alors, maintenant, sur l'oignon, comment est-ce que vous feriez pour raisonner? Alors, vous prenez une tranche d'oignon, donc ça, il s'agit d'un exercice pour voir si vous avez compris. Vous prenez une tranche d'oignon, vous imbibez de peroxyde d'hydrogène. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, la réponse que j'attends de votre part, c'est parce que vous devez dire que on va rajouter également du guaiacol et que vous voulez tester la présence de peroxydase. Donc vous sous-entendez que s'il y a de la peroxydase, le guaiacol, mais à condition d'avoir mis donc du guaiacol, bon évidemment, mais d'abord d'avoir mis H2O2, donc peroxyde d'hydrogène, et ensuite une goutte de guaiacol, et vous espérez, ou non, qu'il y ait de la peroxydase, c'est-à-dire qu'il puisse transformer le guaiacol en guaiaquinone, ce qui serait révélé par une couleur brunâtre. Bon. Le résultat, donc deux possibilités, où la couleur reste transparente, ou la couleur devient brune. Et bien là, on s'aperçoit que, après avoir imbibé la tranche d'oignon
de peroxyde d'hydrogène, H2O2, et après avoir mis une goutte de guaiacol, on attend, mais il ne se passe rien, on n'a pas de couleur brune. Donc, vous déduisez que, puisqu'il n'y a pas de couleur brune, c'est donc que le guaiacol est resté guaiacol, H2O2 est resté H2O2, et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de peroxydase. Si, comme dans le cas du radis, pas du radis, mais du navet et de la pomme de terre, il y avait eu une couleur brune, alors cela voudrait dire que la peroxydase était bien présente, qu'elle aurait fixé quoi? H2O2 et guaiacol au niveau des sites de fixation. Donc là, en l'occurrence, on voit bien qu'il y a deux sites de fixation, hein, H2O2 et guaiacol. Et puis, ensuite, au niveau du site de catalyse, qui n'est pas très loin du site de fixation, eh bien, la peroxydase aurait permis à la réaction chimique H2O2 plus guaiacol de donner des produits, du moins un produit au moins, qui serait quoi? Eh bien, qui serait la guaiaquinone, qui aurait pris de ce fait-là la couleur marron. Voilà, donc voilà un petit peu comment il faut raisonner. C'est une expérience apparemment simple, mais qui demande une grande rigueur scientifique au niveau du raisonnement. Bon, donc voilà. Bon, est-ce qu'on peut dire autre chose sur l'expérience, hein? On pourrait dire plein de choses évidemment. Bon, maintenant, si on fait le bilan, en fait, de ce qu'il faut retenir concernant ce métabolisme, en fait, ce métabolisme, on a dit, il est variable selon les cellules, hein, il y a des cellules spécialisées. La seule cellule qui ne soit pas spécialisée, c'est, je répète, c'est laquelle? C'est la cellule œuf. Bon, la cellule œuf est une seule cellule qui possède dans ses 23 paires de chromosomes les gènes, l'ensemble des gènes, donc des allèles en fait, qui vont pouvoir s'exprimer plus ou moins pour donner un organisme dans son intégralité. Le métabolisme d'une cellule, c'est donc l'ensemble des voies métaboliques qui sont organisées en réseaux très complexes. Il y a des intercommunications entre les molécules, entre les voies métaboliques entre elles. Chaque étape d'une voie métabolique est une transformation biochimique en elle-même et elle s'intègre dans une succession de transformations complexes qui sont imbriquées les unes dans les autres et qui permettent à grande échelle en fait un équilibre relativement stable, mais qui se modifie à chaque instant en fait. Donc quand on dit équilibre stable, c'est un petit peu faux puisqu'il y a un remaniement permanent de l'ensemble des molécules au sein d'une cellule. Donc au sein d'une voie métabolique, entre les substrats initiaux et les produits finaux, il y a de nombreuses molécules intermédiaires, comme on avait dit. Si par exemple on a A donne B, B donne C, B par exemple est un intermédiaire. Et donc les intermédiaires vont subir des réactions chimiques à leur tour pour donner, donc ils deviennent de ce fait-là un substrat et donneront des produits. Donc il existe de très nombreuses molécules intermédiaires et certaines molécules permettent d'interconnecter différentes voies métaboliques. Encore une fois, je répète que c'est très 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 complexe cette biochimie dans une cellule. Les enzymes proprement dites sont le fruit, le résultat de l'expression de différents gènes qui, au besoin, vont s'exprimer pour permettre la biosynthèse, la traduction, on va dire, d'une protéine qui représente un phénotype moléculaire. Une enzyme, c'est un enchaînement d'acides aminés pris parmi les 25 et les 20 acides aminés possibles pour former une structure primaire qui deviendra ensuite une structure secondaire au niveau desquels il y aura des sites de fixation et des sites catalytiques qui permettront à des substrats de se transformer en produits.
Une enzyme ne peut agir que sur un ou plusieurs substrats éventuellement. Alors un ou plusieurs substrats, c'est-à-dire que les enzymes sont spécifiques. Bon, du moins dans les grandes lignes, la spécificité est globale. Mais en soi, on dit que si par exemple on a autant de substrats, il y aura autant d'enzymes spécifiques qui vont permettre de se fixer spécifiquement un substrat pour donner un produit spécifique lui-même. Voilà, et lorsqu'une enzyme fixe un substrat, elle libère ensuite le produit et est de nouveau, elle peut servir pour catalyser, biocatalyser, on va dire, d'autres substrats en produits. Donc c'est en cela en partie que les réactions sont rapides, se font rapidement, que la catalyse accélère les réactions dans le sens où une seule enzyme peut catalyser de nombreux substrats. Donc certaines transformations ne se déroulent que dans des organites spécifiques. Par exemple, les mitochondries, il y a toute une série de voies métaboliques qui conduiront entre autres à la production d'énergie. Puisque les mitochondries sont de petites centrales énergétiques. Bon. À rappeler entre parenthèses que l'énergie qui est mise en réserve, c'est sous forme d'ATP. On parle souvent d'énergie. ATP, c'est adénosine triphosphate. Donc les organites spécifiques possèdent évidemment des enzymes précises, spécifiques, adaptées à chaque transformation biochimique. Toutes les cellules n'ont pas les mêmes organites. Par exemple, si on prend une cellule végétale et une cellule animale, les cellules animales n'ont pas de chloroplastes. Par exemple, les chloroplastes sont des organites spécialisés dans la photosynthèse. Donc le métabolisme des cellules dépend donc de leur équipement spécialisé, notamment en enzymes. Donc la notion de spécialisation se retrouve ici. Chaque cellule est spécialisée. Au sein d'un tissu, la spécialisation est la même. Par exemple, si on prend un tissu musculaire, toutes les cellules musculaires ont pratiquement le même rôle, les mêmes enzymes, dont le rôle est d'entretenir une locomotion, par exemple, de produire de l'énergie pour assurer un mouvement. Mais si on prend une cellule rénale ou une cellule hépatique, par exemple, la fonction est tout autre. Donc l'équipement enzymatique sera évidemment tout autre. Et donc l'ensemble des gènes qui va s'exprimer sera différent d'un organe à l'autre, donc d'un tissu à l'autre. Bon. Donc le métabolisme, des voies métaboliques interconnectées, tout cela est très complexe, mais en soi relativement facile à comprendre. Le cours est terminé.